Vous écoutez Radio Aviva à Juvignac sur le 88 FM et partout dans le monde sur radio-aviva.com. 12h30 et 19h, vous retrouvez l'édition locale de ce vendredi 29 janvier pour connaître les titres du journal Gilles Geoffrey. Bonjour Gilles. Bonjour Kylian, bonjour à tous. Dans ce journal local, on parle de Philippe Sorel qui retient 15 millions d'euros d'aide à l'université suite à l'échec à la candidature à l'IDEX. Et puis les chiffres de la délinquance sont tombés. On fera le point sur ces chiffres dans le département de l'Hérault. Une bijouterie du centre-ville montpelliérain a été braquée hier. Et puis les lycéens et les collégiens de l'académie ont été sensibilisés à la fraternité hier également à Montpellier. Et enfin, Michel Polnareff passe par Montpellier en novembre prochain. Après le journal, nous ferons le point sur la météo de cet après-midi et demain avec nos stagiaires Adem et Enzo. Puis ce sera le journal des sports avec Sidney Bitton. Aujourd'hui, dans l'invité de la rédaction, nous recevons Olivier Torres, président de l'Observatoire à Maroc, CCA Santé 34, la cellule de coordination d'accompagnement à Montpellier. Nous retrouverons ensuite Gilles Geoffrey pour l'agenda des sorties pour savoir où sortir à Montpellier et sa métropole. Puis les rendez-vous de l'emploi avec Nicolas Rousseau pour découvrir les offres d'emploi disponibles dans l'Hérault. Tout de suite, je vous propose le journal. Philippe Sorel retient 15 millions d'euros d'aide à l'université. Le maire de Montpellier, président de Montpellier Méditerranée Métropole, a annoncé hier le gel immédiat de 15 millions d'euros destinés à l'université de Montpellier dans le cadre du contrat de plan État-Région. Philippe Sorel a fustigé le nouvel échec de la candidature montpelliéraine à l'IDEX, l'initiative d'excellence, un projet mené par l'État qui apporte d'importants moyens à des pôles universitaires sélectionnés sur des critères drastiques. Récemment, la candidature montpelliéraine s'est vue recalée pour la troisième fois, ce qui a le don d'énerver l'élu. Philippe Sorel a fustigé la stratégie utilisée dans ce dossier par les responsables universitaires, prenant appui sur les remarques du jury ayant recalé cette candidature. Il affirme que le choix de la fusion des universités 1 et 2, oubliant l'université Montpellier 3, n'était pas le bon. Il en appelle à un rassemblement dans la communauté d'universités, moins contraignante que la fusion et qui pourrait rassembler tout le monde. C'est d'ailleurs une recommandation du ministère. Il ne reste qu'une chance à Montpellier pour obtenir le label de l'IDEX. En attendant, Philippe Sorel a annoncé le gel de la métropole dédiée à l'université dans le plan État-Région, soit 15 millions d'euros. Les chiffres de la délinquance sont tombés. On fait le point dans l'Hérault. Et oui, l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales a sorti hier son rapport annuel, un bulletin qui rend compte des infractions enregistrées en 2015 dans les 13 départements qui composent aujourd'hui la région Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées. Dans l'Hérault, les chiffres sont globalement en baisse, une baisse sensible, mais une baisse tout de même, notamment du nombre de cambriolages. On passe dans le département de 4871 cambriolages déclarés en 2014 à environ 4500 en 2015. Et puis, près de 200 vols de voitures en moins ont été recensés. Problème tout de même, le nombre de viols sur des personnes majeures en hausse de 15,5%. En 2015, 506 viols ont été déclarés dans le département, une augmentation à prendre toutefois avec des pincettes. Elle peut s'expliquer par un changement des outils statistiques ou par une meilleure prise en charge des victimes. Une bijouterie du centre-ville montpelliérain a été braquée hier. 2 hommes ont violemment dévalisé une bijouterie d'un faubourg montpelliérain hier. Récit et témoignage avec Juliette Surcouf. Une bijouterie située rue du Faubourg du Coureau a été braquée pour la 2e fois en 2 ans hier vers 14h. Selon des témoins, 2 braqueurs seraient ressortis avec 2 sacs sur le dos et auraient pris la fuite en direction de la rue de la Merci. Malgré la présence d'un sas depuis le premier braquage, les 2 agresseurs ont pénétré dans la boutique. C'est alors que le patron et l'employé auraient été tenus en respect pendant que le complice vidait les vitrines. Les voleurs auraient ensuite violemment agressé à coups de crosse le bijoutier et son collègue. Les braqueurs partis, le bijoutier aurait remonté la rue en criant le visage ensanglanté. Difficile pour les riverains de réaliser ce qu'il se passait, puisque la rue était envahie d'une fumée âcre provenant d'un fumigène jeté par les assaillants pour couvrir leur fuite à pied. La police s'est immédiatement rendue sur place, une scène choquante pour certains riverains et commerçants qui témoignent à chaud. Non, j'ai juste vu j'ai entendu quelqu'un qui a priori criait au voleur. Bon, et c'était en remontant, c'était le monsieur de la bijouterie qui était le visage en sang, quoi, voilà. Il a été braqué au mois de mai. Alors je ne sais pas s'il y aura 3 ans en mai 2016 ou s'il y aura 2 ans en mai 2016. Mais là c'était beaucoup plus violent, oui. C'était vraiment, là c'était un braquage. Ils étaient rentrés par effraction et ils avaient été
ça avait été assez violent, quoi. Bon, ça montre que la rue, enfin, elle devient un peu à l'abandon, quoi. Donc, du coup, il y a pas beaucoup de monde qui passe. Donc, voilà, ça incite peut-être des gens qui ont des magasins qui sont plus à risque, qui ont du cash, comme bon, une bijouterie, éventuellement un bureau de tabac. Voilà, c'est peut-être plus facile qu'une rue commerçante. Il y a beaucoup de passages. Elle est tout le temps en travaux, la rue du Coureau. Et donc, quand on voit la fumée, on sait qu'il y a des trous, il y a l'immeuble en construction. Donc, pour nous, c'était la même fumée. Mais c'est après qu'on a réalisé qu'on avait les yeux qui nous faisaient, et qui piquaient. On se sent pas en sécurité du tout. Voilà, c'est ça surtout. On est là toute la journée et puis finalement la rue elle est morte. Tous les commerces fermés, vous croyez que nous on va travailler encore avec ça? Les gens vont avoir peur tout le temps. L'enquête est actuellement en cours et le montant du préjudice n'a pas été communiqué. Un reportage de Juliette Surcouf. Gilles, comment aider ces commerçants victimes de vol ou d'agression? Eh bien, une cellule psychologique pour les commerçants victimes de braquage. C'est une première expérimentée à Montpellier. L'idée est d'offrir un soutien aux commerçants et artisans victimes de vol ou d'agression. C'est Amarok, l'Observatoire de la santé des dirigeants des PME, qui lance ce dispositif d'aide. Olivier Torres, son président, nous explique pourquoi s'intéresser à la santé des travailleurs indépendants. 99,84% des entreprises en France sont des PME. C'est-à-dire que la PME, l'artisanat, les professions libérales, c'est le premier employeur. Et quand on s'intéresse à ceux qui créent ces PME, c'est-à-dire les chefs d'entreprise, ces hommes et ces femmes, qui sont à peu près 3 millions en France, eh bien figurez-vous que ces gens-là n'ont pas de service de santé au travail. Eh bien c'est pour rétablir cette lacune, aujourd'hui on pourrait considérer comme une forme d'injustice, que nous avons créé l'Observatoire Amarok et que nous avons également fondé à l'université une chaire en 2012 sur la santé des entrepreneurs. Voilà, Olivier Torres répondait à Eréhari Souming. Cette cellule psychologique donc a eu le soutien du secteur hospitalier, des chambres de commerce, d'industrie et des métiers qui ont pour rôle de diffuser et de relayer les informations. Le fonctionnement de la CCA Santé 34 est simple. Olivier Torres nous donne plus de détails. On a un numéro vert qui est le 0800 501 201 et j'invite tous les artisans, commerçants, indépendants qui auraient fait l'objet d'une violence, eh bien, de nous appeler. Et là, ils vont tomber sur Laure Chancel, qui est notre psychologue, qui va leur poser des tas de questions. Des questions qui ne se posent peut-être pas, mais qui vont nous permettre, nous, de voir s'il y a un risque ou non de stress post-traumatique. Et en fonction du diagnostic que l'on fera, eh bien, on décidera et bien évidemment, on le proposera aux commerçants et artisans, ce sera à lui de décider si oui ou non il accepte le processus. On lui enverra un psychologue qui ira le voir pour commencer, je dirais, une forme de thérapie pour atténuer ce risque qui peut devenir extrêmement problématique avec le temps. Donc on a constitué, nous, sur la région de l'Hérault et la région du Gard, un pool de psychologues qui ont accepté de se déplacer. C'est-à-dire que c'est nous qui allons voir les personnes qui ont fait l'objet d'une violence pour faire en sorte qu'ils ne perdent pas trop de temps et de pouvoir au moins commencer à entamer une thérapie qui leur serait bénéfique. La cellule de soutien psychologique est installée à Montpellier pendant 1 an à titre expérimental et ne concerne pour l'instant que les employés du Gard et de l'Hérault. Un numéro vert est déjà opérationnel, c'est le 0800 501 201. 2 psychologues du travail sont en permanence à la cellule, prêts à répondre à tout appel de ces commerçants et travailleurs indépendants. Vous pourrez avoir plus d'informations sur le sujet tout à l'heure dans l'invité de la rédaction avec Olivier Torres, président donc de l'Observatoire Amarok. Les lycéens, les collégiens sensibilisés à la fraternité à Montpellier. 320 personnes venues des 5 départements de l'Académie de Montpellier ont participé hier à une journée de travail sur le thème de la fraternité à l'école. Des collégiens et des lycéens élus dans leurs établissements, des enseignants et des personnels éducatifs, mais aussi des représentants d'associations et des collectivités territoriales ont participé à cette journée. L'Académie de Montpellier a mis les élèves au centre même de l'organisation de l'événement. Mounia est élue au conseil de vie lycéenne de l'Académie de Montpellier. Avec d'autres élus, elle a choisi le thème de la journée et s'occupe de l'organisation. Nous, on s'est vraiment occupé là du déroulement de la journée, c'est-à-dire animer les débats, faire un discours qui va être fait là après par nos camarades et faire passer les micros pour que tout se passe bien, pour que qu'à aucun moment il y ait de blanc dans la discussion. Voilà.
Au programme de cette journée, une conférence et du théâtre forum, une forme de théâtre participatif créé pour mettre en scène des problématiques de société. Ici, il s'agissait de fraternité à l'école, un thème approuvé par la jeune élue collégienne Émilie. La fraternité, je trouve que c'est un très bon thème car suivant tous les événements qui se sont passés cette année, avec les attentats, c'est très important d'en parler. Et je suis très honorée d'être là car j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'enfants de notre âge, de collégiens. Je sens que ça va être intéressant, je suis pas sûre de tout comprendre, mais ça va être enrichissant. L'école est-elle fraternelle? Comment la rendre plus fraternelle? Peut-on éduquer à la fraternité? Autant de questions qui ont animé les débats de cette journée riche organisée par l'Académie de Montpellier. Pour répondre à ces questions, plusieurs intervenants, notamment une sociologue, Geneviève Zoya, qui a choisi lors de la conférence d'expliquer la fraternité par le droit. J'ai repris la devise, je suis partie de la devise républicaine qui fonde notre identité, nous, Français, en isolant ce qui est très important pour nous, liberté et égalité. Et en soulignant que tout seul, ces deux termes-là, la liberté, parce que c'est une longue conquête de droits, et l'égalité, qui font également que nous sommes des individus qui regardons, ça c'est à quoi on a droit, ce qui fait qu'on serait injustement traité. Ces deux termes-là ne suffisent pas si le troisième terme, qui est la fraternité, semble-t-il, ne leur donne pas tout leur sens. À savoir un sens de solidarité, comment se battre et comment aimer, comment défendre un monde qui serait composé uniquement d'individus qui ont des droits. C'est la fameuse liberté négative dont parlent les philosophes, c'est-à-dire que l'idée de simplement répondre comment ma liberté s'arrête ou comment celle du voisin ne dit pas du tout ce qu'on peut construire ensemble, elle définit quelque chose en creux, en négatif, et c'est la fraternité peut-être qui peut nous l'indiquer. La fraternité par le droit, c'est donc l'approche qu'avait choisie la sociologue Geneviève Zoya pour parler aux élèves. Les ateliers de l'après-midi de cette journée de sensibilisation offraient une mise en pratique de tout cela à travers notamment, je le disais, la pratique du théâtre forum. À chacun, des élèves et des participants scolaires ensuite, d'importer ces pratiques dans leurs établissements. Michel Polnareff passe à Montpellier en novembre prochain. Ce n'est pas tout de suite, mais c'est le genre de concert pour lequel il vaut mieux réserver sa place. Michel Polnareff ajoute quelques dates cet automne à ses concerts déjà programmés. Sa tournée doit démarrer le 30 avril pour se terminer le 26 juillet et se prolongera avec une autre série de concerts du 4 novembre au 10 décembre prochain. Il sera notamment à Montpellier le 4 novembre au Zénith. Les places de cette tournée d'automne sont mises en vente depuis ce matin 10h. Merci Gilles Geoffrey pour ces informations. On se retrouve tout de suite pour la météo.